Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer cette présentation du livre que nous avons co-dirigé à plusieurs aux éditions de la Fabrique, qui s'appelle Irak en Algérie, l'invention d'un soulèvement, donc qui est en librairie demain. Et donc nous remercions beaucoup l'Institut du monde arabe de nous accueillir ce soir et de permettre de le présenter à la veille de la parution. Donc pour en parler ce soir, donc moi-même je suis François Gès, un des co-directeurs de cet ouvrage. J'ai été éditeur pendant longtemps à la Découverte, je continue à l'être au demeurant. Et je suis aussi, parce que c'est une initiative de l'association Algeria Watch, qui a été créée en 1997 pour dénoncer les violations des droits humains en Algérie, et qui fonctionne jusqu'à ce jour avec un site internet particulièrement nourri et visité. Et c'est cette association, les membres de cette association qui ont eu l'idée, j'y reviendrai tout à l'heure, de faire ce bouquin. Et donc, avec nous ce soir, José Garçon, qui est journaliste, qui a été très longtemps à Libération pour suivre en particulier l'actualité algérienne qu'elle connaît donc depuis très longtemps, des décennies. Voilà. Habib Souaïdia, qui a été officier dans l'armée algérienne au début des années 90 et qui ensuite est venu ici pour dénoncer les horreurs dont il avait été témoin, ce qu'il a fait dans un livre que nous avons publié à la Découverte qui s'appelle La sale guerre. Et depuis lors, il continue à suivre l'actualité algérienne de très près, et notamment, c'est là-dessus qu'il interviendra tout à l'heure, ce qui se passe au niveau des sommets des appareils militaires du pays. Et nous devions avoir avec nous ce soir Hassina Meshaï, qui est une des contributrices de l'ouvrage, qui est journaliste également, et qui malheureusement était à Tunis, et son avion a été repoussé à demain. Et donc on n'était pas content du tout, elle non plus évidemment, donc elle présente ses excuses, mais c'est un cas de force majeure, c'est dommage. Donc on va essayer de la remplacer au pied levé, parce qu'elle avait des choses intéressantes à nous dire. Et donc je vais présenter donc rapidement la logique de ce livre et ce qu'on a essayé de faire. La petite équipe donc des 4 qui a co-dirigé, c'est-à-dire Rafik Lebjaoui, Salima Mella, Omar Mendera et moi-même, qui avons contacté donc des auteurs aussi bien de ce côté de la Méditerranée qu'en Algérie, et en privilégiant du côté algérien ceux qui ont été des acteurs et qui sont impliqués dans le mouvement, dans le Hirak. Et donc pourquoi on a fait ça? Parce qu'il nous est apparu assez vite que la presse française en particulier, et les médias français étaient souvent désemparés par cet extraordinaire mouvement quand même qui est, moi je dis souvent, qui est unique dans l'histoire moderne et contemporaine. On n'a jamais vu des millions, quelquefois la majorité de la population d'un pays descend toutes les semaines de façon pacifique pour dénoncer un régime oppresseur pendant aussi longtemps, jusqu'à donc demain, qui va être le premier anniversaire du déclenchement du mouvement. On n'a jamais vu ça, et de manière pacifique évidemment, et on n'a jamais vu ça dans aucun pays moderne, au nord comme au sud, depuis très très longtemps. Donc là-dessus, les Algériens nous donnent vraiment un exemple tout à fait extraordinaire, et il nous a paru important d'éclairer à la fois la réalité de ce mouvement. C'est le cœur du livre, si j'ose dire, c'est la moitié, la partie centrale du livre. Il y a 3 parties. La partie du milieu est consacrée aux différents aspects du mouvement, avec une majorité d'auteurs donc qui sont en Algérie et qui l'ont vécu. Et puis, nous avons fait une première partie qui essaie d'expliquer en 5 chapitres pourquoi, plus exactement, ce mouvement a pu advenir, et quelles sont les caractéristiques de ce régime depuis au moins les 3 dernières décennies, voire depuis l'indépendance, qui permettent de comprendre la puissance, la vigueur et la lucidité qui sont exprimées dans les rues des grandes villes algériennes, et pas seulement qu'à Alger. Et puis enfin, dans la 3e partie, nous nous intéressons aux effets sur le système, sur le régime de ce mouvement sans précédent, aux effets aussi bien politique, je dirais, avec un bouleversement de la façade politique du régime sans précédent, et puis aussi niveau militaire, avec des bouleversements au sein de l'armée, Habib y reviendra, également sans précédent. Sans oublier les dimensions économiques qui sont traitées notamment dans le livre par Omar Mendera, qui est un économiste, et qui évidemment ont joué un rôle aussi bien, ont contribué au déclenchement, comme aujourd'hui va être affecté très très fortement par le mouvement. Voilà. Alors, donc ça c'est un peu la structure et la logique du livre. Donc pour en parler, donc on avait prévu que Hassina justement nous parle un peu de la partie du milieu justement sur le mouvement. Donc on va commencer par là. On va peut-être se répartir les choses entre José et moi. Et puis ensuite,
Ensuite, j'interviendrai pour expliquer un petit peu les racines, la nature du régime et pourquoi il a conduit la population algérienne à se révolter de la sorte. Ensuite, Habib donc, nous parlera des mouvements à la tête des appareils militaires. Et puis, José pourra conclure sur justement qu'est-ce que ça a fait au régime tout ça, quelles sont les perspectives pour lui-même comme pour le mouvement. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à José Garçon. Merci. Alors, je crois d'abord que pour comprendre le séisme qu'a été le Irak en Algérie, il faut faire un minuscule retour en arrière et savoir dans quel paysage politique il s'est inscrit. Alors, il faut savoir que depuis les émeutes d'octobre 88, donc nous sommes très loin, depuis la guerre civile, le mécontentement en Algérie a toujours été très fort contre ce pouvoir très corrompu, très autoritaire, dont l'incurie est assez légendaire. Mais ce mécontentement s'exprimait de deux manières. Il s'exprimait essentiellement par une espèce de résignation, de repli sur soi. La guerre civile et ses 200 à 300 000 morts étaient évidemment passés par là. Donc il y avait une espèce de désespérance dans le pays et une véritable résignation. L'autre manière d'exprimer ce mécontentement était souvent des révoltes, des petites révoltes localisées dans n'importe quel endroit, mais c'était des révoltes très violentes, mais encore une fois très localisées et qui au fond est très éphémère. Alors, le Irak est exactement aux antipodes de ces comportements. C'est-à-dire que la chose la plus, à mon avis, en tout cas la plus importante, c'est qu'il a cassé justement, et la violence dont je parlais, c'est un mouvement dont l'identité même réside dans le fameux silmiya, pacifisme. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, c'est que il a retrouvé, c'est-à-dire que la désespérance, le mécontentement, la colère, eh bien, tout ça, il a transformé tous ces sentiments qui sont des sentiments individuels en désaveu collectif du régime. Ça, pour moi, c'est une des choses les plus fondamentales. Cette transformation d'une colère individuelle en désaveu collectif. Parce que c'est comme ça qu'un peuple reprend la parole. C'est comme ça qu'un peuple retrouve confiance en lui. Et ce qui est le plus important, me semble-t-il, mais pardonnez-moi parce que je crains de dire trop de fois le plus important, parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes, mais je crois que ce qui est très très important, c'est effectivement cette réappropriation du collectif. Alors cette réappropriation du collectif, elle est très fondamentale, parce qu'elle vient dans un pays où le régime s'est évertué pendant 6 décennies à empêcher justement toute organisation de la société et à casser toute velléité d'organisation de cette société. Ça, c'est un des aspects les plus durs de ce régime. Donc, on comprend, quand on sait ça, l'importance de cette réappropriation du collectif. Alors, elle se manifeste dans infiniment de choses. Je vais être très rapide là-dessus parce que je pense que vous tous ici, vous avez lu malgré tout beaucoup de choses. Donc il y a cette immense créativité qui est partout. Elle s'exprime dans des slogans, dans des vidéos, dans les pancartes. Il y a beaucoup d'humour aussi, beaucoup de dérision. Mais ça, c'est très algérien. L'humour, la dérision sur soi-même, la dérision sur le regard que les autres portent sur vous. Et tout ça a créé une dynamique sans précédent qui est très loin de ce slogan, qui est un des très beaux slogans du Irak, mais il y en a tellement qu'on ne peut pas les citer tous. Et donc, ça clôt un peu cette période où, je reprends encore une fois un des slogans du Irak, on disait «
avoir 20 ans en Algérie, c'est avoir des larmes plein les yeux. Eh bien, ça, c'est fini. Avoir 20 ans en Algérie aujourd'hui, c'est l'espoir, c'est la possibilité d'un avenir, c'est la volonté de changer ce pays. Et pour changer ce pays, il faut changer un système qui nous a empêchés d'être libres, qui nous a empêchés, qui a confisqué nos libertés, qui a en quelque sorte confisqué notre indépendance. Alors je reviendrai très vite sur cette réappropriation de l'histoire, mais je voulais dire aussi que ce mouvement, cette insurrection populaire, a quelque chose de formidable parce qu'elle a recréé un lien par le bas, un lien collectif par le bas, par l'horizontal. Elle a amené aussi à la politique des gens dont personne ne pensait qu'ils auraient pu y venir. Et bon, c'est par rapport à ce que je disais il y a un instant, c'est évidemment très important. Et puis, c'est important aussi quand on connaît la chape de plomb qui a régné sur l'Algérie pendant 6 décennies, depuis l'indépendance. Donc, tout ça pour vous dire que ce mouvement, cette révolte, cette insurrection, parce que c'est une insurrection au sens propre du terme, c'est une insurrection pour les libertés, pour le droit, eh bien, c'est aussi devenu une protection de la société. Le Hirak est devenu une sentinelle démocratique. Une sentinelle démocratique dans la mesure où il a imposé, et c'est très rare, c'est arrivé pratiquement pas dans l'histoire algérienne, où il a imposé un rapport de force avec le pouvoir. Et les gens qui connaissent l'Algérie ici savent que c'est un pouvoir qui lui impose la force. Donc on est dans quelque chose de très nouveau. Alors, évidemment, cette révolte marque aussi, je l'ai dit, mais je le répète, une sorte de résurrection d'un corps social qui avait été martyrisé, ravagé plutôt, d'abord par la colonisation et ensuite par la guerre civile, et qui d'un seul coup se remet en marche. Ça n'a pas de prix et c'est énorme. Donc je dis ça parce que nous sommes aujourd'hui, demain, dans les quelques heures qui viennent, nous serons au premier anniversaire du Hirak, et il y a toujours de mauvais oiseaux, de mauvais augures qui expliquent que non, que finalement, qu'a fait le Hirak, etc. Alors moi je dis que tout ce que nous venons d'évoquer, c'est déjà énorme dans cette société qui était une société bâillonnée. Tu veux que je parle de la réappropriation de l'histoire ? Alors je vais essayer de pas être trop longue, mais je pense qu'une des choses aussi extrêmement importantes, c'est que, ce mouvement, tout le monde se demande, mais il est sorti de nulle part, personne ne l'avait vu venir, pourquoi, comment ? C'est un mouvement tout simplement qui vient de très 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 loin. Il vient, il plonge ses racines, et ça je le pense vraiment, il plonge ses racines dans l'histoire algérienne et dont la mémoire est extrêmement vivace en Algérie. Et pourquoi cette histoire est très importante ? Elle est très importante parce que d'abord, elle n'a pas été écrite. Et quand le pouvoir en parle, il en parle en la trafiquant, en la manipulant. Et je pense à la chose la plus importante dans cette manipulation, c'est qu'il glorifie le rôle de la lutte armée pour mieux effacer tout rôle de l'action politique dans la lutte de libération. Alors, on avait l'impression, beaucoup de gens ont pensé que les jeunes, puisque ce mouvement est un mouvement extrêmement jeune, même si toutes les catégories et tous les âges de la population sont représentés, mais c'est un mouvement quand même très jeune. Et on avait l'impression que les jeunes étaient étaient dans la connexion, l'Internet, etc. Mais pas du tout.
pas du tout en lien avec le passé. Eh bien, c'est une erreur fondamentale, parce que je crois que les consciences et les imaginaires ont été imprégnés par toutes les frustrations que les parents ont racontées aux enfants, les frustrations de cette indépendance confisquée. Ces mémoires, ces consciences ont été imprégnées par les trahisons, mais aussi par toutes les résistances qu'a connues l'Algérie dans son histoire. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que des hommes comme Hossein Ait Ahmed ont martelé pendant des décennies, depuis l'indépendance et de manière obstinée, une pédagogie sur l'état de droit et les libertés. Et que tout ça a laissé des traces, encore une fois, dans les imaginaires. Je vais vous raconter une anecdote très personnelle, mais qui m'a beaucoup appris sur ça, et qui remonte à 1989, donc c'est très ancien. En 1989, Hossein Ait Ahmed rentre d'un long exil en Algérie. Il y a des milliers de personnes qui l'attendent à l'aéroport d'Alger. Je suis là avec beaucoup d'autres journalistes algériens et étrangers. Et il y a à côté de moi un monsieur qui a un tout petit enfant qui doit avoir, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, sur ses épaules. Et le gosse, évidemment, s'agite un peu, comme tous les enfants, parce qu'il y a beaucoup de monde, il étouffe un peu. Et le père lui dit « Regarde bien Ait Ahmed, parce que plus tard, tu vas pouvoir dire que tu l'as vu. » Et ça, c'est une anecdote qui dit beaucoup de la transmission de cette histoire. Cette histoire a été transmise par les parents, elle a été transmise par les gens. Le résultat, c'est que aujourd'hui, le mouvement, les Algériens sont déterminés, et ils le disent tous les jours, à reprendre le cours de leur histoire là où elle aurait dû en réalité commencer, c'est-à-dire à l'indépendance en 62. Ils ont l'impression que leur histoire, au lieu de commencer en 62, a été arrêtée. Je le lis parce que c'est un magnifique slogan, mais on pourrait les citer tous. C'est ce qu'exprime un des slogans qui dit « 1962, indépendance du sol, 2019, indépendance du peuple ». Je crois que tout est dit. Alors, rapidement, comment ça s'exprime ? Eh bien, ça s'exprime par des portraits partout, dans tous les cortèges, des vrais entre guillemets, bien sûr, des vrais héros de la Révolution, et pas de tous ceux qu'on a essayé de présenter comme des héros de la Révolution. Je ne vais pas tous les citer ici, mais il y a Ben Mehdi, il y a Ali Lapointe, enfin, il y a Aban Ramdan, qui est fondamental parce qu'il a été assassiné et que ça s'est transmis aussi. C'est une transmission intergénérationnelle. Donc Aban Ramdan qui a été assassiné par ses frères d'armes en 1957 parce qu'il avait théorisé en pleine guerre de libération la nécessité du politique il avait théorisé le fait que le politique devait passer avant le militaire. Ça ne lui a pas été pardonné. Donc on se réapproprie et on écoute toutes ces leçons. C'est-à-dire que ces leçons du passé sont les leçons avec lesquelles le Irak avance aujourd'hui. Il y a une chose aussi que je trouve très significative à ce sujet, c'est qu'il y a une coïncidence de dates assez extraordinaire qui fait que beaucoup de dates très importantes de l'histoire de l'Algérie indépendante ou de la post-indépendance, ont coïncidé avec des vendredis. Alors je ne vais pas vous les citer tous, mais la coïncidence de ces dates a fait qu'à chaque fois qu'un vendredi tombait à une de ces dates, ça a régénéré le Irak. C'était comme c'est une régénérescence du Irak. Donc, et la dernière chose que je voudrais dire, mais on pourrait en parler parce que je pense que c'est une des choses décisives, mais la dernière chose que je voudrais dire sur cette réappropriation de l'histoire, c'est qu'elle est très subversive en fait. Pourquoi elle est très subversive ? Parce que une des chansons phares de la révolution, de l'insurrection, c'est « Libérer l'Algérie ». Je ne sais pas si vous imaginez
ce que veut dire en 2020, en 2019-2020, de dire libérer l'Algérie dans un pays qui a arraché son indépendance à la France il y a 60 ans. Donc, en disant libérer l'Algérie, elle compare de fait, l'insurrection compare de fait le pouvoir actuel à l'ancien colonisateur. Et ça, c'est briser un tabou qui est absolument décisif en Algérie. C'est un tabou redoutable pour le pouvoir, parce que c'est en se revendiquant de cette lutte de libération, en se revendiquant d'une légitimité historique qu'il n'a jamais eue, que le pouvoir a réussi à verrouiller toute la société, toute critique. Parce que critiquer le pouvoir, c'était en gros critiquer l'indépendance. C'est ce pouvoir martelé. Et donc ça, c'est terminé. Aujourd'hui, le Irak a réussi une espèce de curieuse inversion de rôle. C'est-à-dire que les vrais révolutionnaires, les vrais démocrates, c'est nous, jeunes Algériens, qui revendiquons les libertés. Et les contre-révolutionnaires, c'est vous, régime, qui vous opposez à ce que l'Algérie soit un pays démocratique et libre. Voilà. Donc, je pourrais continuer, mais je pense que l'essentiel, j'espère vous avoir dit l'essentiel. Merci, José. Donc, pour compléter, donc, le point historique très important que vient de rappeler José Garçon est développé et analysé finement par Hassina Meshaï dans un chapitre de la deuxième partie, laquelle deuxième partie comporte également plusieurs papiers que je vous invite à lire pour rendre compte de la créativité, de l'inventivité des manifestants, de la lucidité aussi dont ils font preuve à travers leurs slogans et leurs banderoles. Notamment, on s'est intéressé en particulier à ce qui s'est passé à Constantine et à Oran, parce que l'actualité a mieux couvert les manifestations algéroises que celles de ces deux grandes villes. Il y en a eu dans plein d'autres villes. Et on aurait aimé pouvoir en rendre compte également, mais c'était assez compliqué. Néanmoins, vous verrez que ce qui est dit sur Constantine et Oran est tout à fait stimulant. Et par ailleurs, bon, il y a d'autres chapitres. Je voudrais en évoquer deux en particulier parce qu'ils ont joué et ils jouent toujours un rôle important. Le premier, c'est la question de la répression. Donc, nous avons interviewé Maître Badi, qui est un avocat défenseur de beaucoup de manifestants qui ont été arrêtés, condamnés, etc. Et qui, avec les collectifs d'avocats qui se sont constitués pour défendre les victimes de la répression, a joué un rôle très très important. Et son analyse est intéressante parce qu'il explique pourquoi finalement, d'une certaine façon, l'ampleur de la mobilisation pacifique, d'abord à Alger puis dans les autres villes, de février 2019 a été telle que le régime a été pris au dépourvu, tout simplement, et que ses méthodes habituelles de répression ne fonctionnaient plus. Donc il a fait preuve d'une certaine réserve, ce qui n'a pas empêché, surtout à partir du mois de mai-juin, la multiplication des arrestations. Donc on a eu des dizaines d'arrestations, alors avec quelquefois suivies de condamnations, quelquefois lourdes, d'autres fois suivies de libérations, des gens gardés en détention pendant des semaines ou des mois sans explication. Et donc lui, il explique qu'en fait, ça a l'air quelque chose d'un peu incohérent finalement comme méthode d'encadrement des mobilisations populaires qui elles-mêmes pourtant sont ultra pacifiques et résistent à toutes les provocations, j'y reviendrai. Mais lui, il dit non, c'est en fait beaucoup plus... Enfin, c'est une stratégie, c'est-à-dire qu'ils vont viser des militants et des militantes qui jouent un rôle important dans la mobilisation au niveau local. Donc c'est des messages qui sont délivrés. Les incohérences apparentes des décisions judiciaires prises par des magistrats qui sont aux ordres, c'est-à-dire pour les mêmes inculpations, les mêmes incriminations, eh bien, certains manifestants vont être acquittés et d'autres vont se voir condamnés à 6 mois ou 1 an de prison. Voilà. Les motivations des poursuites sont complètement, il l'explique, invraisemblables. Ça remonte au code pénal des années 70 et 80, qui n'avait jamais, pour des inculpations qui n'avaient jamais été utilisées jusque-là, jamais, comme atteinte à l'unité nationale, atteinte au moral des troupes, distribution de tracts contre l'intérêt national, incitation à la violence qui menace la sécurité nationale, enfin des trucs qui ne veulent strictement rien dire, qui n'existent dans aucun code pénal d'un pays démocratique, évidemment, mais qui néanmoins permettent justement de déployer cet arbitraire dont l'objectif est d'intimider, encore une fois, les manifestants pour les dissuader de venir le vendredi suivant. Ils ont échoué.
Ils ont échoué parce que les gens reviennent. Alors il y a des hauts et des bas, mais les rues sont toujours pleines tous les vendredis. Ils ont échoué de la même façon que, c'est un autre chapitre que je voudrais évoquer parce que c'est quand même assez très intéressant, d'un jeune très très impliqué dans les réseaux sociaux qui nous fait un compte-rendu de ce qu'ils appellent, c'est pas lui qui les appelle comme ça, les mouches électroniques, les trolls qui viennent polluer les réseaux sociaux. Donc c'est Amin Benjoudi là, qui a signé ce chapitre-là, où il rappelle que déjà l'idée qu'il y ait des trolls éventuellement payés par la police politique, bien entendu. Ça avait commencé déjà en 2014, au moment de la campagne pour le 4e mandat de Bouteflika. On a su que des jeunes avaient été payés 3000 dinars par jour pour aller semer la zizanie dans les réseaux sociaux. Et là, rebelote, évidemment, parce que les réseaux sociaux, et Facebook en particulier, ont joué un rôle extrêmement important dans les mobilisations et la circulation de l'information. Et donc, il explique que les méthodes qu'ils utilisent, alors, par exemple, ils lancent des campagnes pour relayer les slogans du système, par exemple pour dire il faut voter à l'élection présidentielle qui était prévue après l'annulation de la première, celle du 4 juillet. Donc on voit apparaître soi-disant des citoyens indépendants sur des pages Facebook avec des pseudos qui relaient la propagande du régime qui elle-même est déjà présente dans les médias dominants. Et puis par ailleurs, évidemment, des informations contre les militants du Irak les plus en vue. Aussi, il y a quelque chose qu'ils connaissent bien, c'est signaler à Facebook les pages des militants les plus en vue et qui ont le plus de followers pour suspendre ces pages-là, tout simplement. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, c'est bien documenté. Habib, tu connais aussi ça. Et puis après, évidemment, la désinformation, les fake news. Donc il y a un nombre de désinformations absolument invraisemblables qui sont véhiculées tant dans les médias dominants, surtout arabophones, et francophones aussi, bien sûr, mais les plus lus, c'est les arabophones, que dans les réseaux sociaux, où là, il s'agit c'est des vraies fake news, des vraies désinformations, et donc d'introduire de la confusion. Ça, il faut savoir, et c'est ça qui apparaît notamment à travers ce chapitre-là et d'autres chapitres de notre livre, c'est que l'entretien de la confusion, la multiplication des informations contradictoires est un des outils qui a été de longue date utilisé par le régime pour asseoir sa domination. Et alors, bon, sur ce chapitre, j'en finis là-dessus, sur cette deuxième partie que je vous invite vraiment à lire, le point important qu'il souligne, c'est que, je cite la phrase de notre auteur, « L'aspect positif de ces campagnes de division est qu'elles ont permis aux Algériens de réapprendre à dialoguer entre eux sur des sujets devenus tabous depuis plusieurs années. Ces débats ont même renforcé l'engagement des manifestants. » Donc ils ont échoué sur toute la ligne. Donc ça, c'est quand même extrêmement encourageant de voir que pendant... Alors, donc justement, je vais revenir là maintenant, comme moi j'ai écrit ça dans un chapitre de la première partie sur les outils, les méthodes utilisées par le régime pour asseoir sa domination depuis longtemps. Et le contrôle de l'information et de la désinformation est absolument central. Donc ce que j'essaie de rappeler dans ce chapitre-là, et dans un chapitre également complémentaire qu'a écrit José Garçon, c'est le fonctionnement du système. Alors, sans remonter trop loin, parce il y a des bouquins d'histoire qu'on a publiés par ailleurs de l'Algérie indépendante qui expliquent comment toutes les choses se mettent en place dès les années 60 et puis sous le régime de Boumedienne, mais là on n'y revient pas, ni même sur les années 80, les années Chadli, où les prolégomènes de la période ultérieure vont se fabriquer également. Mais là, après les années de la sale guerre, après on y reviendra sur la violence absolument atroce qui a été déchaînée par le coup d'État de janvier 92, puis la guerre contre les civils qui a suivi et qui a duré pendant presque une petite dizaine d'années, disons. Ce qui se met en place à partir de l'élection d'Abdelaziz Bouteflika en 99, son premier mandat, c'est vraiment une solidification, si j'ose dire, une concrétisation, un durcissement de tous les outils qui avaient été utilisés auparavant pour asseoir le pouvoir du régime. Et ça commence par la fabrication, c'était d'ailleurs la première mission qui avait été confiée par les généraux, les vrais décideurs, les chefs de l'armée et de la police politique à Bouteflika, qui consiste à construire une façade civile qui puisse faire illusion, je dirais, au niveau de l'opinion internationale, puisque à l'époque, ces généraux, qui étaient des criminels de guerre, qui venaient de commettre des crimes absolument terribles, voire des criminels contre l'humanité, redoutaient que les mobilisations internationales d'organisations de défense des droits
de l'homme en particulier, puisse arriver à des mises en cause de la communauté internationale, voire de certains gouvernements. On n'a été pas loin, à deux doigts que ça arrive à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc le rôle de Bouteflika, c'est d'empêcher ça, d'utiliser son entre-gens d'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie indépendante pour construire, moi, ce que j'ai appelé une Algérie Potemkine. Alors elle était déjà en place, bien entendu, mais son gouvernement, les médias qui vont autour, tous les cercles, tous ceux qui cachent les vrais décideurs, c'est-à-dire les chefs de l'état-major et les chefs du DRS de la police politique, cette Algérie Potemkine, on va faire comme si c'était un vrai champ de débat démocratique, de discussion. Il y a des partis politiques, il y a le pluralisme, il y a une presse qui soi-disant est indépendante, etc. Tout ça est absolument Potemkine, ça fait allusion au village Potemkine qu'on présentait à Catherine de Russie à la fin du 19e siècle en Russie pour cacher la misère réelle. On faisait des villages Potemkine, quand elle passait, il y avait des façades pimpantes, etc. Et bien là, le système politique, entre guillemets, de l'Algérie des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, en vérité, c'est l'équivalent. Alors, les outils qui sont utilisés pour faire fonctionner cette imposture, je ne sais pas comment la qualifier, c'est d'une part, le premier qui a été utilisé, c'est l'auto-amnistie, c'est l'effacement des crimes. C'est-à-dire très vite, il y a eu une série de dispositions jusqu'à la loi de 2005 sur la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui dit qu'on n'a plus le droit d'incriminer les responsables de crimes pendant les années 90, qu'il s'agisse... Oui, qu'il s'agisse de militaires, de membres des forces de sécurité ou de membres des groupes armés se réclamant de l'islam et qui ont été aussi, évidemment, qui ont commis des horreurs absolument épouvantables contre la population civile. Et donc cela, on n'a plus le droit d'en parler, et même si on en parle, on risque des condamnations très très lourdes. Donc il faut saluer au passage l'admirable courage des familles de disparus, les mères de disparus en particulier, qui jusqu'à ce jour ont continué à manifester, à faire entendre leur voix pour réclamer justement la reconnaissance que leurs fils réapparaissent ou alors qu'on reconnaisse leur mort et pour dénoncer les responsables de leur disparition forcée. Alors ça, c'était le premier volet qui a occupé les premières années, je dirais, des mandats Bouteflika, puisqu'il va y en avoir 4. Un autre volet, c'est très important, c'est l'entretien ce qu'on a appelé un terrorisme résiduel. C'était les mots du pouvoir, n'est-ce pas? Et ce terrorisme résiduel, en fait, on le voyait en Kabylie, puis après, à partir de 2003, on l'a vu au Sahara, où très curieusement, on va dire en Kabylie, il y a toujours un GSPC qui a succédé au GIA, mais bon, avec des revendications hautement fantaisistes et qu'on n'a jamais vraiment vues. Ensuite, ils vont exporter ce GSPC qui deviendra en 2007 Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui va se mettre à enlever des touristes européens, etc., etc. Et tout ça, ça va durer jusqu'à 2015, peut-être à peu près, jusqu'à Tigan-Tourin, jusqu'à l'attentat contre la base gazière, enfin l'exploitation gazière de Tigan-Tourin dans le sud du pays. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont entretenir et maintenant, ça y est, c'est absolument documenté, on a des preuves, on a des témoignages que ce terrorisme résiduel, il est organisé par une unité spécialisée du DRS, de la police politique, commandée par un certain général Hassan. On pourrait y revenir si vous voulez. Pourquoi? Pour l'objet, c'est tout simplement de dire que, vous voyez, il y a toujours du terrorisme islamiste. Attendez. Attendez, laissez-moi. Attendez, excusez-moi. Mais non, mais s'il vous plaît. Non, mais on passera la parole, monsieur. Mais d'accord, très bien, il n'y a pas de problème. Vous parlez, chacun pourra parler à la fin. Le vrai sujet, s'il vous plaît, monsieur. J'évoque. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Si j'évoque, s'il vous plaît. Mais ça va, monsieur, s'il vous plaît. Ça suffit. Taisez-vous, s'il vous plaît. Ça suffit. C'est insupportable. Bon, j'évoque. Eh bien, partez, monsieur, partez. Vous n'êtes pas obligé de rester, hein. Donc, si j'évoque. Non, mais que ce monsieur s'en aille. Bon, s'il vous plaît. Alors, donc, si j'évoque, évidemment. Si j'évoque. Non, attends, je continue. Monsieur, pardonnez-moi, mais
Je crois avoir parlé assez longtemps du Irak, là, et pendant 10 minutes. Monsieur, non mais attendez, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça, c'est tout à fait indigne, c'est d'une impolitesse. Bon, donc je continue. J'explique ce qu'est... J'explique... Non, attendez, s'il vous plaît. J'explique ce... Ah, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Non, mais laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Donc j'explique ce qu'est ce régime, parce que c'est la clé pour comprendre la nature du mouvement qui s'est déclenché en février 2019. Voilà. Donc je continue. Parmi les outils, donc il y a le terrorisme résiduel, je l'ai évoqué, la désinformation, la manipulation des médias. Bien sûr, les médias ont le droit de s'exprimer sur tous les sujets qui ne fâchent pas, mais ils sont tous contrôlés, tous absolument. La désinformation consiste à dénigrer, comme vient de le faire ce monsieur, les personnes qui disent la vérité. Et maintenant, on sait qui a inventé la fable du... On sait qui a inventé la fable du qui tue qui. On connaît même... Mais non, c'est... Bon, bref. Ensuite, pour donner d'autres exemples, justement, du mode de fonctionnement que le Irak va mettre en cause de façon radicale, c'est la manipulation des groupes d'opposition, donc à commencer, bien entendu, par les partis politiques. Il n'y a aucun parti politique qui représente une véritable opposition, même ceux qui se disent totalement hostiles au régime. Les syndicats autonomes qui sont apparus dans les années 2000 pour encadrer les mobilisations ouvrières et des salariés de la fonction publique très importantes qui se sont mobilisés, ils ont été systématiquement infiltrés et clonés. On a aussi documenté ça avec les amis, les syndicalistes autonomes d'Algérie, avec qui on a beaucoup travaillé. Et donc ces techniques-là de clonage, par exemple, sont tout à fait classiques. Et donc toutes ces techniques-là, donc elles sont détaillées dans les articles, donc encore une fois, de la première partie. J'insiste pas plus dessus. Toutes ces techniques-là, elles vont être utilisées par la police politique et par les vrais décideurs, qui sont les généraux, les chefs de l'état-major, au moment du Irak, justement, pour essayer de le contrer. Le clonage, la désinformation, les fake news, etc., etc. Et les provocations, bien entendu, il y a eu plusieurs provocations pour essayer de faire déclencher la violence par les manifestants. Par exemple, on le sait, c'est arrivé plusieurs fois, des sacs pleins de résidus de chantier au bord des rues où il y avait les manifestants en espérant qu'ils allaient se jeter sur ces choses-là pour jeter des pavés, des choses comme ça sur les forces de l'ordre. Et bien, chaque fois qu'il y avait des jeunes qui pouvaient être éventuellement tentés de le faire, aussitôt, les gens sortaient de la foule pour leur dire d'arrêter. C'est-à-dire que la maîtrise dont ont fait preuve les manifestants tous les vendredis dans toutes les villes du pays, de la résistance aux provocations du régime permanente, vraiment, encore une fois, est tout à fait extraordinaire. Et ça veut dire, et ça je termine là-dessus avant de passer la parole à Habib, ça veut dire qu'effectivement, pour reprendre ce que disait José Garçon sur la transmission des mémoires intergénérationnelles dans les familles, ça veut dire que tout ce que je viens d'évoquer sur la nature du régime et son mode de fonctionnement, l'Algérie Potemkine, la police politique qui est au cœur du vrai régime, etc., tout le monde le savait. Les gens le savaient. Alors, ce n'était pas dit dans les médias officiels, bien entendu, surtout dans les années 90, ça n'apparaissait jamais. Mais même depuis, dans les années 2000 et dans les années 2010, ça n'apparaissait pas non plus. Mais la vérité sur le mode de fonctionnement de l'état-major, de la police politique, de la manipulation de la violence islamiste, elle était connue. Elle était connue dès les années 90. Et quand vous voyez les affiches et les banderoles qui sont affichées depuis le début, donc depuis un an maintenant, toutes les semaines par les manifestants, vous êtes stupéfaits. Plusieurs affiches qui disaient DRS égale GIA. Ça veut dire que les gens savaient dès les années 90 que les fameux groupes islamiques armés, très vite, ont été infiltrés, manipulés, contrôlés, sont devenus des groupes islamiques de l'armée. Bon, et donc ça, c'est le peuple qui dit ça. C'est pas nous. C'est pas ici qu'on le dit, c'est le peuple qui le dit par millions et qui le crie et qui l'écrit de façon ultra documentée. Donc ça, pour moi, c'est un espoir absolument formidable parce que ça veut dire que cette vérité, enfin, elle a été dite par le peuple algérien et dite d'une façon absolument magnifique, de 1000 façons en vérité.
Et que ça restera, quelle que soit l'avenir, on y reviendra tout à l'heure, mais quelles que soient les perspectives, dans 3 générations, ce mouvement qui s'est noué en 2019 et dont j'espère qu'il va se poursuivre en 2020, fera que l'Algérie ne sera plus la même et qu'on peut fonder beaucoup d'espoir sur les germes de changement qu'il a apportés. Voilà. Donc maintenant, je passe la parole à Habib Souaïdia pour qu'il nous parle un peu de... Je voudrais juste ajouter quelque chose, mais vraiment d'une seconde, pardon Habib, tu vas me pardonner, je suis sûre. C'est que sur la maturité dont parlait François, elle ne vient pas de nulle part. Je pense que le Irak a tiré beaucoup la leçon. Les Algériens, qui sont très connectés maintenant, ont tiré la leçon de toutes des révoltes arabes qui ont sombré dans la violence. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ils ont aussi tiré la leçon de la guerre civile. Et donc, ils ne veulent... D'où cette... obsession du pacifisme, c'est-à-dire nous sommes non-violents. Et ils font tout, les contestataires font tout pour que cette non-violence, mais quoi qu'il arrive, demeure. C'est cet exemple que je voulais donner. Dès qu'il y a la moindre provocation policière ou pas policière, peu importe, il y a des groupes qui s'interposent entre les provocateurs et les gens. C'est une obsession d'un mouvement pacifique, parce que c'est la seule manière de changer les choses en Algérie, et l'obsession d'un mouvement civilisé. Et ça, c'est une grande revendication. Nous sommes un mouvement civilisé. Voilà. Pardon, Habib. Je t'en prie. Voilà, je vais parler de l'armée, du DRS. C'est possible de parler ou c'est pas possible, je sors. Ok. L'armée, comme tout le monde le sait, c'était toujours la colonne vertébrale du régime algérien. On le sait depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie, on le sait pendant les années 90 où il y avait eu des crimes de guerre qui ont été commis. Et on le sait aujourd'hui, parce que les gens que moi j'ai fréquentés à l'époque quand j'étais dans l'armée, ils sont aujourd'hui à l'état-major. C'est des gens qui étaient chargés de la lutte antiterroriste et qui ont commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Ça, on appelle un crime contre l'humanité. On a en Algérie pratiquement 20 000 disparus. On a à peu près 200 000, pour ne pas aller plus loin, 200 000 vies disparues comme ça. On les a tuées. Mais le drame algérien, le premier drame algérien, c'est les 20 000 disparus. 20 000 disparus, il y en a aussi, on oublie souvent beaucoup de choses en Algérie, on oublie les camps de Sud qui ont été faits pendant les années 91-92, et on a envoyé 15 000 à 16 000 Algériens dans des camps de concentration, là où l'armée française a utilisé ou a fait, a fait exploser ses essais nucléaires. Et il y a des gens aujourd'hui en Algérie qui ont l'âge de 60, 70 ans, ou même 50 ans, qui ont été touchés par les radiations. Tout ça, c'est des crimes qui ont été commis pendant les années 90, mais personne n'en parle de ces crimes-là. C'est les radiations de 1960. 1960. Opération Gersois. Les camps de concentration, monsieur, ont été ouverts en 1991. Attendez, monsieur. En 1991, il y avait des camps de concentration en Algérie. Et en Algérie, actuellement, oui, trois. Un à Lemgel, un à Oued Namous, et l'autre dans un autre endroit, enfin, dans le désert. Et ces trois camps, c'est là où la France a fait les essais nucléaires en Algérie, en 60 ou en 61. Voilà, nous sommes d'accord sur cette date. Ok, il n'y a pas de souci. Je parle des crimes qui ont été commis par l'armée algérienne. C'est des crimes contre l'humanité qui ont été commis par l'armée algérienne et par les services de renseignement algériens. Et ces crimes, ils sont impunis. D'ailleurs, Bouteflika est arrivé au pouvoir en 1999. Il n'a pas été élu, c'est les généraux qui l'ont amené. C'est-à-dire,
vous êtes face à un régime qui a une façade civile. La façade civile est tombée le 22 février 2019. Maintenant, tous les Algériens savent très bien que les vrais décideurs en Algérie, c'est l'armée, c'est les généraux. Et tout le monde le sait. Avant, on essaye de nous dire le contraire. Ici en France, on publie des articles et on envoie des intellectuels pour parler de la démocratie en Algérie, alors qu'il n'y avait pas de démocratie en Algérie. La plupart des partis politiques, que ce soit islamistes, démocrates ou laïcs, ils ont été créés par le DRS. Et ils étaient contrôlés par le DRS. Et tout le monde le sait, ça, c'est une vérité. On le dit. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je dis ça. 20 ans que je dénonce la fausse démocratie en Algérie, jusqu'au 22 février. Et au 22 février, le peuple a compris, au fait. Ce n'est pas moi qui lui a inculqué ça. Ils ont compris par eux-mêmes parce qu'ils vivent au quotidien en Algérie. Ils voient la corruption instaurée par l'impunité des bouteflika et des généraux. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais vous n'êtes pas d'accord sur les crimes. Moi, je voulais parler... Moi, je voudrais parler de l'évolution de l'institution militaire depuis à peu près l'arrivée depuis la démission de Mohamed Lamar, l'ex-chef d'état-major, et la suite d'avoir enlevé aussi 3 ou 4 généraux majors puissants avec le général Mohamed Amari, parmi eux Brahim Foudel Sherif qui est un criminel de guerre aussi, et Touati, le général Touati, le général Belkher. La deuxième phase, c'était avec la dissolution de DRS en 1995. On sait très bien qu'il y avait, en 2015, on savait très bien qu'il y a une rivalité de clans et une guerre de clans à l'intérieur du système algérien, au cœur même du système algérien. Cette guerre du clan a duré pratiquement depuis 2004 jusqu'à 2018. Elle est passée par 3 étapes. La première, c'est en 2004. La deuxième, c'est la dissolution de DRS en 2015. Et la troisième, c'était en 2018 avec l'affaire du Cocaine Gate. Où là, on a aperçu l'état-major a fait une purge importante au sein de l'armée, de la police, des services de renseignement et même au-delà, c'est-à-dire des walis, des ministres, des responsables politiques à l'intérieur du ministère de la Défense qui ont été démis de leurs fonctions. Certains, j'ai le nombre, à peu près le chiffre, à peu près de 150 généraux et généraux-majors qui ont été démis de leurs fonctions. Parmi eux, il y a certains qui ont été mis en prison, à la prison militaire de Blida. Certains, par exemple, comme le général Moulay, commandant de la garde présidentielle, l'ex-garde, général-major garde de la garde républicaine, le commandant de la 4e région militaire, le commandant de la 1re région militaire, et bien sûr d'autres. On est arrivé même à désigner, même au sein de la DGSE, la Direction générale de la Sécurité nationale, d'autres à la place de général-major El Hamel qui a été démis de ses fonctions, il est en prison. C'est-à-dire, le nombre des généraux qui ont été démis de leurs fonctions, ils arrivent à peu près, avec les généraux et les officiers supérieurs, colonels et lieutenants-colonels, ils sont à peu près à 150 personnes. 150, c'est-à-dire, ils ont décapité tout l'état-major qui travaillait avec Tawfiq, avec le général Tawfiq. Le dernier Tawfiq et Tartak, c'était récemment là où ils ont voulu aussi revenir et faire un coup d'État avec Saïd Bouteflika, et ça s'est terminé par les envoyer en prison à la prison militaire de Breda. Ils sont condamnés à 15 ans. Vous avez d'autres généraux qui sont en fuite. Le général-major Khaled Nazza, voilà, le général-major Soheib et plein d'autres aussi qui ont quitté les territoires nationaux. Et certains ils sont en Espagne, d'autres ils sont en Belgique. Et bien sûr d'autres qui ont été démis de leurs fonctions, ils sont pratiquement
civile. C'est-à-dire qu'il travaille avec certains cercles d'influence, parce qu'on n'oublie pas que pendant 25 ans, depuis le coup d'État de janvier 92, le DRS était très puissant. Il avait ses réseaux à l'intérieur de la société en Algérie, dans la presse, dans les partis politiques, dans l'administration, dans d'autres organismes de l'État. Et il y avait effectivement des gens qui sont aujourd'hui en Algérie et qui travaillent avec d'autres cercles d'influence pour essayer d'influencer même sur le Hirak ou sur le régime ou sur d'autres événements. Donc, on est face à un groupe de personnes qui, depuis l'affaire Tigenturine, parce que moi je considère que l'affaire Tigenturine est une affaire menée où la responsabilité d'ailleurs revient au général Tawfiq et au DRS, et c'est pour cela que le DRS a été dissoute. C'est l'une des causes, parmi les causes, le Tigenturine et l'AVC de président Bouteflika en 2013. Et puis, ça a continué avec le temps jusqu'à l'explosion de l'affaire du Cocaine Gate, où on a vu le chef de la sécurité de la police algérienne mis sous verrou avec d'autres généraux-majors, commandant de la 4e région militaire, le commandant de la 1e région militaire, et c'est des postes importants. Au même moment, dans cette période où il y avait la rivalité, cette rivalité entre les groupes d'influence à l'intérieur, Gaïd Salah a mis ses hommes. Certains, à une certaine époque, m'ont posé la question pourquoi il n'y a pas à l'intérieur de l'armée des généraux qui peuvent mener un coup d'État. Mais le nettoyage a été fait entre 93 et 95. L'état-major, Gaïd Salah et son état-major, ils étaient tout puissants. Ils étaient même plus puissants que le président de la République. 2015. Ils étaient même très puissants. En 2015, déjà, l'état-major était plus puissant que la présidence de la République. Et à partir de ce moment, la guerre a commencé, une petite guerre entre eux a commencé entre l'état-major et la présidence de la République. S'ensuit alors, vous vous souvenez très bien, les coups de feu à Zeralda, certains généraux qui ont été démis de leurs fonctions, d'autres qui ont été envoyés à la prison, des officiers qui ont payé pour Il y a toute une histoire, et les gens ont tendance à oublier tout ce qui s'est passé avant d'arriver à 2019. Donc cette rivalité a fait que l'état-major actuel qu'on voit actuellement, et même d'ailleurs la nomination de Chingreha était prévue depuis sa nomination comme commandant des forces terrestres. C'était prévu que c'était lui qui devenait le chef d'état-major et non pas Ali Ben Ali qui est plus gradé que lui. On l'a tous vu, c'est Chingreha qui était lui, Omar Tlemceni qui est actuellement commandant des forces terrestres, Thamniya qui est commandant de la 5e région militaire, Alaïmiya qui est commandant de la 4e région militaire, et bien sûr d'autres généraux. C'est-à-dire que l'état-major, Bouteflika est parti, mais le régime il est resté intact. C'est pratiquement la plupart, c'est des officiers qui ont, pendant les années 90, d'ailleurs Chingreha c'était mon chef direct, donc j'étais avec lui dans la même unité. Quand je l'ai cité en 2001, beaucoup de gens me disaient vous êtes fous. C'est pas possible, c'est pas vrai ce que vous faites. Aujourd'hui, il est à l'état-major avec tous les noms qui ont été cités dans la sale guerre. Ils sont aujourd'hui les commandants de l'armée algérienne. Et ils sont tous responsables des crimes qui ont été commis. Les crimes de guerre des années 90, ces gens recevaient leurs ordres directement du général-major Khaled Nazar, et du général-major Mohamed Lamar et du général Tawfiq. Ces gens, on les connaît. Le problème, c'est que pendant toutes ces années, on parlait dans le vide, jusqu'à 2019. Et à 2019, le peuple a compris. Les Algériens ont compris, tout le monde a compris ce qui s'est passé. C'est que l'armée algérienne, c'est lui qui détenait le pouvoir depuis 1962 jusqu'à nos jours. Quand Bouteflika est parti, c'est Gaïd Salah qui lui a dit de partir. Même Bouteflika voulait rester et son frère voulait comploter pour rester. Et c'est l'état-major qui lui a dit de partir. En 2017, c'était arrivé aussi avec Zerwal.
on a commencé à lui en 1997, oui. Zeroual aussi a été démis de ses fonctions. Il a été poussé vers la sortie. Tout le monde le disait. Moi, en premier, Hossein Ait Ahmed ou même François ou beaucoup d'autres militaires disaient que les massacres de Batalha et de Reis, c'est le fait de la guerre des clans qui se déroulait entre l'état-major et la présidence de la République. Heureusement que nous ne sommes pas aujourd'hui, en 2020, en 2019, dans cette optique-là. Mais en 1997, les massacres de Batalha, Reis et Beni Messou sont pleins à Alger. Pratiquement dans la périphérie d'Alger, il y a eu des massacres et l'armée a laissé faire. Je vais vous donner juste un exemple. Depuis un certain moment, depuis la dissolution du DRS, ça c'est je pense une conviction, on n'entend plus les explosions et les bombes. Le DRS est dissous, le terrorisme pratiquement en Algérie a disparu. La plupart des gens qu'on tue actuellement en Algérie, ils sont pratiquement les gens, ils seront avec des enfants et des femmes qui étaient dans les maquis. Il y a des enfants qui sont nés, qui avaient l'âge, peut-être, il est né en 2010-2015, il a 15 ans aujourd'hui. Il descend du maquis, il n'a pas connu la société algérienne, comment elle est. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés dans les maquis aujourd'hui, qui ne savent pas c'est quoi l'Algérie, ni c'est quoi le droit, ni c'est quoi l'armée, ni rien du tout. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase aujourd'hui où ce n'est plus possible de massacrer ou de manipuler le terroriste ou de manipuler des groupes terroristes. Le peuple algérien, il a pris conscience, il sait très bien que le pacifisme, c'est devenu sa langue. Il parle pacifique. Même quand il voit dans la rue, depuis 2019, quand il voit dans la rue des gens qui se battent, ils essayent de séparer les gens, de réconcilier les uns avec les autres. Et c'est quelque chose de positif pour les Algériens. Celui qui vient de Tizi Ouzou, il part à Tlemcen pour soutenir une fille ou un garçon qui a été arrêté à Tlemcen par la police, c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous avons un grand peuple. On l'a vu depuis une année. Un grand peuple, il est énorme. Ce qui est petit, effectivement, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que nous avons un tout petit pouvoir. Il ne mérite pas de commander ce peuple. Eh bien, ça fait une excellente transition vers la dernière intervention. Je voudrais dire un mot simplement, on ne peut pas parler de tout parce que c'est une actualité très riche, mais on n'a pas parlé de la corruption qui évidemment joue un rôle central dans tout ce qui s'est passé, dans la dénonciation des manifestants du Irak. Je renvoie dans le livre, il y a plusieurs articles sur l'économie, dont un article de Hossein Malti, qui est un très fin connaisseur justement des modes de corruption et du rôle joué par les hydrocarbures dans le pays, où il détaille toutes ces affaires. Il analyse aussi, qui est une question que beaucoup de gens se sont posées, l'arrestation de tous ces oligarques corrompus. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Jusqu'où ils veulent vraiment éradiquer la corruption ou pas? Alors tout ça est très très bien documenté, de la même façon que Omar Bandera, dans ses articles sur l'économie algérienne, montre les enjeux pour les années qui viennent, y compris de ces fragilités économiques absolument considérables qui peuvent aussi menacer l'embryon démocratique de mobilisation qui s'est fait jour grâce à ce mouvement formidable. Et sur ce, justement, comme je passe la parole donc à José pour qu'elle nous parle un peu de aujourd'hui, enfin, quel bilan peut-on tirer au bout d'un an en ce qui concerne la nature du régime qui est toujours là et quelle perspective peut avoir le mouvement? Excusez-moi. Ce que je crois, Habib a très bien montré comment le Irak avait réussi un peu à dynamiter l'opacité du système. C'est-à-dire qu'il a mis à nu les vrais dirigeants, la nature militaire du pouvoir, même si tout le monde sait que c'est un pouvoir militaire, il y avait cette fameuse façade civile, entre guillemets, qui faisait qu'on n'était pas sûr. Et puis, on a vu, avec la détention d'un certain nombre de généraux, je ne reviens pas sur ce qu'Habib a dit, l'explosion un peu, l'implosion du consensus interne. Et ce consensus interne au sein du pouvoir qui avait malgré tout permis au pouvoir de se perpétuer.
Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec ce pouvoir qui, en gros, maintenant, il n'y a plus de tergiversation. Quand des centaines de milliers d'Algériens crient dans les cortèges État civil et pas militaire, ben voilà, tout est dit. Ce n'est pas la peine de décliner plus. Tout est dit avec ça. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Le régime, je pense que l'état-major peut considérer que le pire est derrière lui. Le pire est derrière lui, pourquoi ? Parce qu'il a réussi à imposer son calendrier électoral. Il a réussi à installer un président de la République pour éviter le fameux vide institutionnel, et que ce vide institutionnel obligeait l'armée à être au premier plan. Donc maintenant, les militaires vont pouvoir retourner dans cette ombre, dans l'ombre qu'ils aiment tant. Donc, effectivement, le pouvoir peut penser qu'il a une respiration. En tout cas, il a gagné du temps, et c'est vrai que ce pouvoir, depuis 1962, a toujours ce réflexe. Dans les crises, il faut avant tout gagner du temps. Je pense aussi qu'il entend utiliser l'aggravation des crises libyennes et de la crise au Sahel pour redynamiser un peu ses soutiens extérieurs. Je ne pense pas que l'Algérie ait beaucoup, hélas d'ailleurs, de prise sur la Libye. Et surtout, elle ne pèse pas très lourd face à la Russie et face à la Turquie. Mais c'est vrai qu'on voit bien quand on lit la presse algérienne, on voit bien quand on lit le Moudjahid, etc., comment on entend réutiliser ça pour faire oublier le Irak, d'une certaine manière. Il y a aussi une dimension interne très importante dans cette volonté d'instrumentaliser la Libye et le Sahel. C'est que c'est vrai que la crise en Libye est telle qu'il y a de quoi inquiéter l'Algérie, comme il y a de quoi inquiéter tout le monde. Mais c'est vrai que l'emphase et la répétitivité avec laquelle les officiels répètent et insistent sur les menaces venues de Libye sont un message très clair aux Algériens. C'est en gros, la patrie est en danger, il faut ressouder les rangs autour de l'armée et au nom de l'unité nationale. Et donc, tout le reste doit venir après. Alors ça, c'est la vision des décideurs. Est-ce que ça veut dire que ces petits points qu'ils pensent avoir marqués ont réglé la crise? Alors, je crois pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'abord, il y a une chose qui est évidente, c'est que les Algériens, je crois que François l'a dit, même s'il y a des aléas de la mobilisation, il y a un peu plus, un peu moins, mais ça fait 1 an qu'ils sont dans la rue et ça fait 1 an qu'ils répètent la même chose. On veut nos droits et nos libertés. Point. C'est une revendication qui me paraît extrêmement claire. Pourquoi la crise n'est pas jugulée? Parce que le divorce entre le régime et la société est tout à fait consommé. Et que même si le nouveau chef de l'État multiplie les effets d'annonce, multiplie les promesses, ne peut pas faire un discours sans parler du Irak béni, il l'appelle le Irak béni, tout ça ne se traduit pas dans les faits. Et ça ne se traduit pas, en tout cas, en action concrète, et ça ne se traduit pas, en ouverture concrète. Donc il est peu probable, je crois, que la population qui se bat et qui reprend espoir depuis 1 an s'accommode de ce qu'on lui présente comme un changement et qui n'est rien d'autre qu'en fait une alternance clanique. Donc je crois que c'est une grave erreur de penser
Et c'est une grave erreur de la part du pouvoir algérien, mais ce serait aussi une grave erreur de la part des partenaires étrangers de l'Algérie de penser que la crise est derrière lui. Encore une fois, le Irak ça n'est pas un parti politique. C'est une protestation de masse à l'échelle nationale. Et c'est une protestation de masse qui, encore une fois, pardon de me répéter, mais revendique des droits et des libertés. Ça, c'est une exigence, une revendication absolument fondamentale et qui ne va pas disparaître. Même si, pour une raison ou une autre, le Irak décidait de ne plus manifester, ça n'est absolument pas à l'ordre du jour, mais imaginons ce réveil de la société, cette réappropriation de son avenir. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le retour sur le passé dont je parlais, ça n'est pas pour le retour sur l'histoire, pardon, ça n'est pas pour ressasser le passé, c'est pour se donner un avenir, c'est pour que plus jamais des crises non réglées, une falsification empêche l'Algérie d'être libre. Et donc, je crois que toutes ces petites victoires du Irak, c'est-à-dire des victoires qui sont les victoires du peuple algérien, de s'être remis en marche, de cette société qui s'est remise en marche, ça c'est irréversible, ça ne va pas s'arrêter. Il peut y avoir beaucoup de manipulations, beaucoup de tout ce qu'on veut, ça ne va pas s'arrêter. Maintenant, quant à ce que tout le monde a en tête, à savoir une utilisation de la violence, une utilisation de la violence contre le Irak, c'est sûr que je crois que l'objectif du pouvoir, c'est de fragmenter, on l'a bien vu, François en a parlé, c'est de fragmenter ce mouvement, c'est d'essayer de le diviser. Pour l'instant, il n'est pas possible d'utiliser la force contre un mouvement pacifique, un mouvement où il y a des femmes, un mouvement où il y a des enfants, un mouvement où il y a des vieux, c'est pas possible. Mais cette tentation du recours à la violence dans un Irak qu'on aurait réussi un peu à fragmenter, elle existe. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe d'autant plus que je pense qu'un certain nombre de militaires, de généraux algériens ont les yeux sur l'Iran, ont les yeux sur ce qui s'est passé sur l'Irak. Et donc, mais il y a une grande différence. Je pense aussi que les décideurs militaires sont tout à fait conscients que recourir à la violence contre la population, à la répression, pardon, à une répression violente contre la population serait une erreur suicidaire pour lui. Pourquoi ce serait une erreur suicidaire? Pour une raison très simple, c'est que l'armée est divisée, on le sait, Habib en a parlé, l'armée est divisée et tous les cadres de l'armée ont des enfants, des neveux, des sœurs, des je ne sais pas quoi dans la rue aujourd'hui. Donc, si cette répression violente n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant, ça n'est pas seulement à cause de la difficulté d'exercer de la violence contre un mouvement pacifique, mais c'est aussi pour préserver la cohésion de l'armée. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Je crois qu'il nous revient à nous tous ici de soutenir beaucoup le Irak et de ne pas se laisser prendre, d'abord de ne pas oublier, parce que c'est vrai que l'information va vite, c'est vrai que partout, toutes les crises vont très vite et une balaye l'autre, mais je crois qu'il faut absolument comprendre qu'il y a un peuple en Algérie et une diaspora. C'est très important, le rôle de la diaspora algérienne dans le monde entier, que ce soit en France, évidemment, elle est très importante, que ce soit au Canada, elle est très importante, ce n'est pas la peine de citer tous les pays où la diaspora est importante. Cette diaspora se bat pour retrouver son pays, parce que pour une raison très simple, et je vais encore citer un des plus beaux slogans du Irak, enfin, il y en a 1000, donc j'ai tort de dire un des plus beaux, mais c'est « l'Algérie, on l'aime, on ne veut pas la casser ». Et ce qui est nouveau dans ce mouvement,
c'est que les Algériens ne veulent plus prendre de patera, ils ne veulent plus partir, ils veulent rester dans leur pays. Et pour rester dans leur pays, il faut que ce pays redevienne un pays libre. Il faut repartir à ce qui a été raté, c'est l'indépendance. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Merci José. Ben, ne pas l'oublier, c'est un des objets de ce livre que je vous invite à lire, hein, qui est en vente à la sortie. Donc maintenant, il ne nous reste malheureusement plus beaucoup de temps, donc je vais prendre 4 ou 5 questions, mais alors très brèves s'il vous plaît, auxquelles on pourrait essayer de répondre. Mais alors vraiment, vraiment très, très brèves. Là, il y a une question là-bas, monsieur. Oui. Bonsoir, messieurs, dames. En fait, c'est plus une remarque qu'une question. Alors rapide, s'il vous plaît. Oui, mais ça va directement dans le vif du sujet, puisque normalement le sujet déjà aujourd'hui c'était le Hirak. Mais comme on le constate depuis un moment déjà, malheureusement, que beaucoup de personnes, notamment ici en France, y compris de la diaspora algérienne, n'ont rien compris au Irak, malheureusement. Ils sont surtout prisonniers des années 90. Ils ont toujours cette image des années 90, 80, des Algériens, des jeunes Algériens, des jeunes filles algériennes. Ils n'ont rien compris en fait à ce Hirak. On nous parle des querelles, des problèmes des années 90. Enfin, je dis querelles entre guillemets, entre ceux qui ont provoqué ce malheur en Algérie, les grands malheurs des Algériens pendant les années 90. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple algérien, c'est cette nouvelle génération qui, elle, guide et lead ce Hirak. Il n'y a personne qui le lead. Après, la dame, elle a dit des choses très justes, que ce Hirak, il n'est pas prêt à s'arrêter, de toute façon. Deuxièmement, vous avez parlé du système. Oui, le système, c'est vrai, la guerre des clans, elle continue, mais nous, on ne rentre pas dans ces calculs-là. D'accord. Merci, parce qu'il faut que d'autres puissent... Ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. Mais alors, soyez bref, parce que là, on n'a pas le temps. Si vous avez une question, vous posez une question, vous n'avez pas... C'est pas à vous de me dire ce que je dois dire. Non, mais on n'a pas le temps. S'il vous plaît. C'est qui? Attendez. À qui? Non, mais il reste 10 minutes, c'est tout. Monsieur... Attendez, monsieur là, il y a quelqu'un qui veut intervenir là. Attendez, quelqu'un là qui lève le doigt, le stylo là. Voilà. Je vais respecter la consigne, donc une seule question. J'en ai 8, mais j'en poserai qu'une seule. Quel est le vrai taux de participation à la pseudo-élection présidentielle du mois de décembre? D'accord. Bonne question. Là, il y a un intervenant là, s'il vous plaît. Non, et puis là... Non, mais vous avez déjà pris la parole, monsieur, ça suffit. Celle-là? Non, ça va. Attends, non, c'est moi. Attendez. Allez-y, soyez bref, s'il vous plaît. Oui, merci pour vos éclaircissements. J'étais un peu surpris, pas surpris en fait, de l'éloquence de la dissertation du journaliste José Garçon, parce que je ne savais pas que José Garçon connaissait la réalité du peuple algérien à la place du peuple algérien. La deuxième, François Guez. Eh oh! Donc, posez votre question, s'il vous plaît. Le fils, ça va, c'est bon. Alors, deuxièmement, monsieur François Guez, vos thèses que vous avez déjà développées sur l'armée, etc., nous les connaissons. Ce que je ne comprends pas, il avait raison, plusieurs ont parlé de ça. Aujourd'hui, le thème, c'est le Hirak, c'est-à-dire une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération n'a pas connu ce que vous avez raconté. Très bien. Troisièmement, j'ai une question à José Garçon. Vous avez parlé de la Libye et du Sahel, comme quoi c'est l'armée qui l'utilise, et pourtant c'est une réalité géopolitique très connue, même elle a été abordée à l'Institut du monde arabe. Ok. Devant la madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonsoir. C'est une date anniversaire. Mais si... Absolument, c'est très bien comme ça. S'il vous plaît, laissez parler madame. C'est donc... S'il vous plaît, monsieur, nous soufflons la première bougie de l'an 1 du Hirak. Moi, je voudrais, à cette occasion, mesdames et messieurs, rendre un vibrant hommage au peuple algérien qui a enfin retrouvé sa dignité et sa liberté de parole. Je voudrais également rendre hommage aux femmes. Et si le Hirak résiste encore aujourd'hui, c'est grâce aux femmes et aux enfants, et surtout aux femmes qui mobilisent maris, enfants, et toutes les générations présentes sur le terrain.
Quant à José Garçon, je suis journaliste et on se connaît. José Garçon a des capacités d'analyse très objectives et on s'est rencontrés plusieurs fois sur le terrain en Algérie à l'époque. Voilà. Question. Vous avez bien fait de dire petite victoire, parce qu'il n'y a pas encore de grande victoire. Et quand on entend justement Habib Souaidia dire que l'armée, c'est toujours les mêmes généraux, et c'est même la famille de Gaïd Salah qui tiennent les principales régions militaires de l'Algérie. Ça, ce n'est un secret pour personne. Ce n'est pas un secret aujourd'hui, on le sait. Mais quand on a entendu ça, on a l'impression que rien ne changera, même si la résistance va se poursuivre. Est-ce que finalement le Hirak va transformer, va rompre avec ce système, va faire tomber le régime? Et quand je dis faire tomber le régime, c'est faire tomber l'armée. L'armée qui est à l'origine de tous nos maux. D'accord. Laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Non, mais il est insupportable. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. On vous a payé pour dire ça. Aujourd'hui, on vous connaît. Oui, voilà. Alors, merci, est-ce madame. que c'est une Madame José Garçon, monsieur François Gèze, est-ce qu'on est dans une utopie, même si on sait que les utopies sont le moteur de l'histoire de l'humanité? Merci. Une dernière question là-bas, s'il vous plaît, et après, on arrête. Non, on est obligé d'arrêter après. Une dernière question là-bas. Non, mais on n'a pas le temps, il nous reste... Mais dans 5 minutes, on doit partir, je suis désolé. Bonsoir, merci beaucoup. C'était une super présentation. Petite question, s'il vous plaît. J'aurais aimé savoir comment faire. Et pensez-vous que le blackout total sur la situation algérienne des médias français va-t-il s'arrêter ou pas du tout? Ou comment faire pour relancer un peu, les réveiller pour qu'ils puissent parler un peu de ce qui se passe en Algérie? Parce que tout est caché. À chaque fois, dès qu'il y a un article sur la situation algérienne, on présente des photos falsifiées. On va présenter des photos où il y a 3 personnes, alors qu'il y a des millions de personnes qui manifestent dans la rue pacifiquement. Sur France 24, on va présenter des images de violence, alors que c'est un mouvement pacifique. Comment faire pour réveiller les médias français en France? Avez-vous des idées? Ça, c'est une bonne question. Bon, là, on est obligé d'arrêter, je suis désolé, parce que dans 3 minutes, on doit libérer la salle. Je suis désolé, s'il vous plaît. Donc, mais c'est... Oh, mais ça vous en... Vous arrêtez de parasiter le débat, s'il vous plaît. Donc, non mais mettez-le dehors. Il est insupportable. S'il vous plaît. Donc, je vais passer... C'est ça, c'est scandaleux. Alors, un mot pour répondre à la question précise sur le taux probable des élections. Je pense que c'était à peu près 10% des électeurs qui ont voté et qu'il y a eu 90% d'abstention et que M. Tebboune est un président complètement fantoche. Je passe un mot à José en conclusion parce qu'on est obligé... Non. Bon, je pense qu'on va arrêter dans ces cas-là. Vous avez réussi votre truc, monsieur, vous êtes un provocateur. En tout cas, je voudrais juste répondre à quelque chose qui me paraît fondamental, et la question a été posée là, c'est est-ce que c'est une utopie de croire que l'Algérie va redevenir un jour libre et démocratique? Moi, je crois que la seule réponse... Je crois simplement que personne n'aurait imaginé, qu'un mouvement aussi formidable allait arriver. Personne n'aurait imaginé que la pression populaire contraindrait les décideurs militaires à destituer Bouteflika. Personne non plus n'aurait pensé que ce mouvement allait durer 1 an. On vient de nous rappeler que c'est son anniversaire et qu'il durerait 1 an de manière pacifique. Je regrette que ce pacifisme ne soit pas le fait de tout le monde ici. Voilà. Donc c'est pas une utopie. Merci à toutes et tous. On est obligé d'interrompre à cause des provocateurs. Je suis désolé. Mais bon, de toute façon, je vous invite encore une fois à lire ce livre qui est assez nourri. Et voilà, merci. Et merci encore une fois à l'Institut du monde arabe.